La femme avait adopté une petite orpheline, mais en la baignant, elle découvrit une terrible vérité. Bonjour à tous. Prenez un moment pour vous détendre en écoutant cette histoire. Marie? Madame Marie Morel? Oui, c'est moi. Je suis Élise Perrin, assistante sociale au Centre de protection de l'enfance de Lyon. Félicitations, votre candidature a été retenue. Ma candidature? Oui, votre demande d'adoption. Une petite fille prénommée Claire, 7 ans. Vous vous souvenez d'elle? Marie était stupéfaite. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on m'avait oublié. Pas du tout. Nous avons tout étudié très attentivement. Claire est une adorable enfant. Elle a besoin d'un foyer. Nous vous attendons ce samedi pour la rencontrer. Merci. Merci du fond du cœur. Après avoir raccroché, les mains de Marie tremblaient tandis qu'elle s'affaissait sur une chaise, incapable de croire à la nouvelle. Des années de paperasse, d'attente, d'évaluation psychologique et financière avaient finalement abouti à ce moment. Des années passées en silence, accrochées à un faible espoir presque évanoui et maintenant, à un miracle. Plus tard, Madame Capucine lui demanda « Avez-vous des projets ce week-end » ? Que se passe-t-il, Marie ? Quelle urgence ? Je vais adopter une petite fille. Elle s'appelle Claire. Elle a 7 ans. Vraiment ? Mon Dieu, après toutes ces années. Je dois acheter des choses et préparer sa chambre. Tu viens avec moi. Bien sûr. Tu seras une mère merveilleuse. Samedi matin, Marie arriva au refuge niché dans un vieux quartier. Des murs délavés entouraient un portail en fer qui grinça lorsqu'elle l'ouvrit. Une jeune femme l'accueillit et la conduisit à l'intérieur, dans une pièce équipée d'une table ronde et de plusieurs chaises usées. Bonjour, je m'appelle Laurine. Claire vous attend dans la pièce à côté. Puis-je la voir? Oui, mais elle est un peu timide. Ne la bouscule pas, sois juste patient. La porte s'ouvrit, révélant une petite fille assise tranquillement dans un coin. Son visage était paisible, ses cheveux châtains attachés sur le côté et ses grands yeux noirs évitant soigneusement tout regard. Bonjour, ma chérie. Je suis Marie, ta maman. Je suis ravie de te rencontrer. Veux-tu dessiner? J'ai apporté une boîte de crayons de couleur. Claire leva légèrement la tête, les yeux pétillants, mais ne répondit pas. Marie s'assit et posa les crayons sur la table. Lentement, Claire prit un verre et commença à dessiner un petit arbre. Tu aimes les arbres? Moi aussi. À la maison, on a un petit jardin. On pourrait y planter des tournesols. Ça te dirait? Veux-tu venir chez moi? Claire leva les yeux vers elle, silencieuse au début, puis hocha doucement la tête. Madame Marie, conformément à la réglementation, il y aura des semaines de cohabitation surveillée. Mais si tout se passe bien, la tutelle définitive sera accordée ce mois-ci. Je comprends. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour bien prendre soin d'elle. Sur le chemin du retour, Claire était assise à l'arrière, serrant contre elle un ours en peluche usé. Marie jouait une douce musique instrumentale tandis que le vent d'avril rafraîchissait les rues tranquilles qu'ils traversaient. Claire, as-tu faim? Un peu. On va passer à la boulangerie de Monsieur Henriquet. Leurs croissants sont les meilleurs de Lyon. Pour la première fois, répondit Claire doucement avec des mots. Voulez-vous que votre chambre ait du papier peint avec des papillons ou des étoiles? Papillons. Ensuite, nous créerons une petite forêt de papillons. Quelle couleur aimes-tu? Violet. Parfait. On va mettre des draps violets. Claire accepta, mais garda ses distances. Lorsque Marie lui prit doucement l'épaule, la petite fille tressaillit et s'éloigna aussitôt. Désolé, je voulais juste. Non, ça va, murmura Claire, bien que ses yeux tremblaient. Cette première nuit, Claire resta éveillée, silencieuse, les yeux écarquillés, serrant fort son ours en peluche. Marie se tenait silencieusement sur le seuil, la surveillant. Je vais laisser la lumière allumée, d'accord, dit Marie doucement. Oui. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Plus tard, alors que Marie retournait dans sa chambre, elle entendit une petite voix murmurer « Merci, maman ». Le lendemain, Marie a emmené Claire au parc. « Tu veux jouer à la balançoire » demanda Marie. « Je veux juste m'asseoir avec toi. » Bien sûr. Asseyons-nous sur le banc. Il y a beaucoup de monde ici.
Oui, mais je serai toujours avec toi. Soudain, un garçon accourut et frôla l'épaule de Claire. La fille sursauta, se couvrit la tête et pinça les lèvres. Marie se figea. Ça va, chérie? Oui, ça ne fait pas mal. Je ne vais pas pleurer. Tu peux pleurer si ça fait mal. Ce n'est pas grave. Non, si je pleure, il se met en colère. Marie serra doucement la main de Claire. Personne n'a le droit de te faire du mal, et personne n'a le droit de se mettre en colère contre toi parce que tu pleures. Claire baissa la tête, le silence s'installant entre elles. Ce dimanche soir, Marie appela Madame Capucine. Comment va-t-elle? OMS? Claire. Ah. Claire est très gentille, mais elle semble avoir peur de quelque chose. Elle ne laisse personne lui toucher les mains ou les épaules. Mon Dieu, Capucine, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ses yeux, ce n'est pas de la tristesse ordinaire. C'est de la peur. Une peur qui vous atteint jusqu'à l'os. Tu vas lui poser des questions? Je ne veux pas la blesser davantage. J'attendrai qu'elle me fasse confiance. Le lendemain matin, Marie préparait le petit déjeuner. Claire remuait silencieusement son lait avec une cuillère à café. Tu aimes le lait chaud? Tu veux des toasts au miel? Cla. Puis-je vous poser une question? Oui. Si un jour je fais quelque chose qui te fait peur, me le diras-tu? Tu ne me fais pas peur. Tu es plus gentil que les autres. Quels autres? Tu n'es pas obligé de me le dire si tu ne le veux pas. Quelqu'un me criait souvent dessus et me frappait. Marie était sans voix. Ses mains agrippaient fermement le bord de la table. Cet après-midi-là, Marie emmena Claire à la bibliothèque du village. La jeune fille choisit un livre intitulé La forêt magique. Aimez-vous les forêts? Je rêve d'une forêt toutes les nuits. Là-bas, personne ne me frappe. Tu peux en rêver autant que tu veux. Un jour, nous réaliserons ce rêve. Claire sourit faiblement, un sourire fragile comme la rosée sur une feuille. Ce soir-là, Marie encadra leur première photo ensemble. Elle alluma une lampe sur le banc du parc où elle avait été prise. En dessous, elle écrivit à la main, « Premier jour de notre nouvelle vie. Claire, j'ai préparé de l'eau chaude. Tu peux prendre ton bain, puis enfiler ton pyjama. Je t'ai acheté un pyjama avec des petits lapins roses. Tu veux l'essayer? Non, je ne veux pas me laver. Il faisait chaud aujourd'hui. J'ai peur que tu te sentes mal à l'aise. Je ne veux pas. » Soudain, le premier cri brisa le silence. Claire se leva brusquement, serrant fort son ours en peluche et reculant contre le mur, tremblante. Claire, c'est bon, mon amour. Je ne vais pas te forcer. Non, non, je ne veux pas. J'ai peur. Je suis désolé, je ne savais pas que ça te faisait autant peur. Ça me fait mal quand je me lave. Marie était silencieuse, son cœur battait fort. La voix de Claire était douce mais brisée par la douleur, comme si prendre un bain était son pire cauchemar. Qui t'a dit que ça faisait mal de se laver? Claire, quelqu'un t'a fait mal? Non, je ne m'en souviens pas. S'il vous plaît, pas le bain. Ce soir-là, Marie appela à nouveau Madame Capucine. Tu te souviens de l'histoire du bain de Claire? Oui, elle était terrifiée. Non, c'était plus que de la peur, elle paniquait comme si le simple fait de prendre un bain était une torture. Mon Dieu! Puis elle m'a murmuré quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Elle a dit que ça lui ferait mal si elle prenait un bain. Capucine, je commence à avoir peur. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Près d'une semaine plus tard, Marie essaya à nouveau. Claire, aujourd'hui, on va essayer de prendre un bain. Si tu veux, je m'assois près de la porte. On va juste discuter. Personne ne te touchera. Maman restera là. Claire hésita, puis dit doucement, « Oui, tu ne veux pas entrer? » Promis, j'essaierai, répondit-elle. Marie prépara soigneusement la salle de bain, lumière tamisée, eau chaude, serviettes propres et quelques jouets en plastique posés délicatement près de la baignoire, espérant que Claire se sentirait en sécurité. Quand Claire entra, elle fixa la baignoire du regard, hésitante. « Prends ton temps. Maman, si je t'appelle, viens seulement si je te laisse faire. » Marie s'assit devant la porte, s'appuyant silencieusement contre elle. Une minute passa, puis 5, et enfin la voix de Claire l'appela, « Maman, maman, je suis là. »
J'ai besoin d'aide pour me déshabiller. Marie se leva et ouvrit doucement la porte. Claire était là, la tête baissée, serrant son t-shirt de ses mains tremblantes. « Veux-tu me laisser entrer ?» demanda-t-elle. « Oui, mais s'il te plaît, sois très doux, ne tire pas trop fort. » Alors que Marie défaisait soigneusement les boutons, elle se figea soudain. Sous le tissu, des zones de peau couvertes de marques échinodermiques apparurent, des cicatrices décolorées qui descendaient de l'épaule de Claire jusqu'à son dos, une vieille brûlure sur son ventre et des coutures grossières et irrégulières sur son flanc, comme gravées dans une obscurité impitoyable. Le cœur de Marie se serra, une boule se forma dans sa gorge. Ce n'était pas de simples blessures, c'étaient de cruels signes de violence. « Maman, ne crie pas » murmura Claire. « Qui t'a fait ça ?» demanda Marie doucement. « Je ne m'en souviens pas » répondit Claire, la voix tremblante. « J'ai juste peur. » Puis ils trouvèrent un nom. « Qui était-ce » insista Marie. « Il m'a enfermé dans un placard. Il m'a crié dessus. J'ai renversé de l'eau. » La voix de Claire était à peine audible. « Ils m'ont traité de salaud. » Marie serra les poings pour retenir ses larmes. « Plus jamais personne ne pourra t'appeler comme ça. Jamais. » Ce soir-là, Marie frappa à la porte du docteur Ferrand. Bien que retraité, il restait le médecin de famille le plus fiable du village et aidait souvent ses amis dans le besoin. « Marie, il est tard, dit-il en ouvrant la porte. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de votre aide. Il est clair qu'elle est malade. Elle a des cicatrices. Il faut que vous les examiniez. » Dans le petit bureau, Claire était assise, recroquevillée sur la table d'examen. « N'ayez pas peur, » dit doucement le médecin. « Je vais juste regarder, pas toucher. » Claire hocha la tête avec hésitation. Le médecin examina attentivement chaque zone blessée, sans rien dire, mais sa respiration s'accélérait à chaque nouvelle marque. Une fois terminé, il se tourna vers Marie, le regard grave. « Marie, ce n'est pas un accident. Ces blessures sont répétées, probablement sur plusieurs mois. Certaines cicatrices datent d'au moins 3 ans. Il s'agit de brûlures très spécifiques, causées par du métal chauffé ou peut-être par des décharges électriques. Que dois-je faire? Appeler la police? Prévenir le centre? Vont-ils me croire? » La voix de Marie était brisée par l'incertitude. Claire ne se souvient plus de qui a fait ça. Elle a peur de parler. Le médecin lui posa une main rassurante sur l'épaule. « Je vais tout documenter. Je suis prête à témoigner. » Marie partit ce soir-là, Claire endormie sur son épaule. Elle l'embrassa doucement sur le front et murmura, « Désormais, plus personne ne te fera de mal. Je te le jure. » Le lendemain matin, Marie se rendit au centre de protection et demanda à parler au directeur Luc Moreau. « Je suis Marie Morel », se présenta-t-elle. « Oh oui, entrez », dit Luc, son bureau impeccablement rangé. C'était un homme corpulent d'âge moyen, à la chemise parfaitement repassée et à l'expression impassible. « Je suis ici pour parler de Claire. »« Y a-t-il un problème ?» commença Marie prudemment. Le corps de la petite fille est couvert de cicatrices et de blessures graves, signes évidents de maltraitance prolongée. « Je comprends votre inquiétude, » répondit Luc d'un ton calme, mais comme le montre le dossier, Claire a été blessée dans un accident dans un autre centre de protection. L'affaire a été traitée conformément au protocole. Les yeux de Marie se plissèrent. Brûlure, marque d'électrocution, cicatrice mal cicatrisée, c'était un accident. Si vous remettez en question notre institution, prévint froidement Luc, je vous invite à suivre les directives officielles. J'ai d'autres affaires à régler. Tu caches quelque chose, demanda Marie. Je n'ai pas le temps pour des suppositions émotionnelles, dit-il sèchement. Marie le fixa d'un regard froid et vide. Je découvrirai la vérité, même si cela implique de démanteler tout ton système. Elle quitta le bureau. La nuit était déjà tombée. Claire l'attendait dans la voiture, feuilletant tranquillement son carnet de croquis. Marie pensa amèrement, plus personne ne cachera cette obscurité. « Maman, on va au parc aujourd'hui aussi ?» demanda Claire. « Tu veux y aller ? » « Oui, là-bas ?» Le vent soufflait doucement tandis que Marie respirait profondément. « Oui, on y va. Mais d'abord, maman doit aller quelque part. » « Où ? » ?»« À la clinique. Je dois récupérer votre dossier médical. » »« Est-ce que ça fait mal ? » ?»« Non, mon amour, ce ne sont que des formalités administratives. » Plus tard,
Marie a de nouveau rencontré le docteur Ferrand. « Marie, j'ai préparé le résumé », lui a-t-il dit. « Merci, docteur. Je dois l'emmener dans un endroit où je n'aurais jamais pensé retourner. » « Le centre ? » ?»« Oui. Ils doivent le savoir, maintenant que je le sais. » « Marie, sois prudente. Luc Moreau n'est pas un homme facile. » « Je sais. Mais Claire est plus importante. Si vous avez besoin d'un témoin, comptez sur moi. Je m'en souviendrai. Merci. » En route vers le centre, Marie s'arrêta devant un petit café. Elle commanda un expresso et appela son amie. « Bonjour, Carole. J'ai une question à te poser. »« Que se passe-t-il, Marie ? Ta voix est étrange. Tu te souviens de la petite fille que j'ai adoptée ? Claire ? Bien sûr. Quel adorable enfant. Je soupçonne qu'elle a été gravement maltraitée, et le refuge tente de dissimuler l'incident. Mon Dieu. Avez-vous des preuves ? Oui. Rapports médicaux, photos des blessures, récits fragmentés de Claire. Je commence à enquêter. Je connais des gens qui ont travaillé avec Luc Moreau. Certains ont démissionné brutalement. Je vais essayer de les contacter. Merci. Un nom, une piste, ce serait beaucoup. Donne-moi un jour. Je t'attends au centre. Je veux parler à Luc Moreau. Il est en réunion. J'attends. 15 minutes plus tard, la porte du bureau s'est ouverte. Madame Morel, j'ai quelque chose que vous devez voir à propos de la petite Claire. Il a de nouveau remis le rapport médical du docteur Ferrand, accompagné de photos. Je veux savoir pourquoi la section relative aux antécédents médicaux de Claire est vide dans le dossier d'adoption. Nous listons uniquement les informations que nous recevons du centre précédent. Les archives ne sont-elles pas toujours conservées ? Ou ont-elles été intentionnellement supprimées ? Je vous conseille de modérer vos propos. Je protège un enfant blessé. En dissimulant un système corrompu, vous insultez l'institution. Si vous continuez, je peux demander une révision de vos droits de garde. Je n'ai pas peur. Je ne reculerai pas. C'est mon dernier mot. Retourne t'occuper de l'enfant. N'allez pas plus loin. Vous ne comprenez pas tout. Sur le chemin du retour, Marie remarqua que ses mains tremblaient. La menace n'avait rien de subtil. Elle resta silencieuse tout le long du trajet, ne lâchant jamais la main de Claire. Ce soir-là, Marie examina à nouveau le dossier d'adoption. De nombreux documents portaient la même signature, celle de Luc Moreau. Même le rapport psychologique initial de Claire ne contenait qu'une seule ligne, affirmant qu'il n'y avait eu aucun préjudice significatif. Des mensonges. C'étaient tous des mensonges. Elle a allumé son ordinateur et a accédé à un forum de parents adoptifs de la région de Lyonnux. Après quelques recherches, elle a laissé un message. Quelqu'un a-t-il adopté au centre Luc Moreau et a-t-il remarqué quelque chose d'étrange ? J'essaie de le contacter. Le lendemain, elle a reçu une réponse d'une utilisatrice nommée Maman Espérance. J'ai adopté une petite fille prénommée Léonie dans ce centre, mais au bout de 3 semaines, ils sont venus la récupérer. Ils ont dit que j'avais enfreint les règles. Je n'ai jamais su ce que j'avais fait de mal. Marie a réagi immédiatement. 2 heures plus tard, ils se sont retrouvés assis dans un petit salon de thé tranquille. Je suis Marie. Et vous ? Demanda-t-elle doucement. Noémie, fut la réponse. Noémie va bien, sourit chaleureusement Marie. Peux-tu m'en dire un peu plus sur Léonie ? Au début, Noémie était calme, mais elle était facilement surprise, surtout dès que quelqu'un s'approchait. Je l'ai emmenée chez le médecin, qui m'a recommandé de prévenir le centre. Et puis, le soir même, ils sont arrivés. Qui ? Demanda Marie en se penchant. Noémie hésita. C'était d'abord un employé, puis Luc Moreau lui-même. Il m'a dit que je n'avais pas le droit de l'emmener chez le médecin. Ils l'ont emmené immédiatement. Après cela, Noémie a essayé de trouver plus d'informations sur Léonie, mais mystérieusement, son dossier avait disparu. On m'a même demandé de supprimer les photos que j'avais postées avec elle. En as-tu gardé ? Demanda Marie. Noémie fouilla dans son sac et en sortit une photo. La petite fille avait les cheveux noirs, était très maigre et affichait une expression triste. Marie étudia attentivement la photo. Ses yeux sont les mêmes que ceux de ta fille. Je ne sais pas, murmura Noémie. Ce soir-là, Marie était assise avec Claire dans le salon.
Tu aimes colorier, demanda-t-elle doucement. Je veux dessiner, répondit Claire. Qu'est-ce que tu vas dessiner? Un chat, répondit Claire en se concentrant. En rangeant, Marie remarque un étrange dessin sur une autre feuille de papier, un homme de grande taille tenant un fouet et un enfant au visage couvert. Claire, qui est-ce sur le dessin? Demanda doucement Marie. Je ne sais pas. Je l'ai dessiné de mémoire, dit Claire doucement. C'est lui qui te criait dessus. Je ne me souviens pas de son visage, mais ses mains étaient très grandes et froides. Marie serra Claire dans ses bras pour la protéger. Désormais, maman te protégera. Plus personne ne te fera peur. Le lendemain matin, Marie a contacté une ancienne employée, Carole Plata. Elle lui a parlé de Delphine, qui avait travaillé au centre pendant 3 ans avant de démissionner 6 mois plus tôt. Est-ce qu'elle veut me parler? Demanda Marie. Au début, Delphine refusa. Mais en entendant le nom de Claire, elle hésita un long moment avant d'accepter. Ce soir, dans un café près de la vieille place, je serai là. Dans la faible lumière jaune du café, Delphine jeta un regard nerveux autour d'elle. Je ne devrais pas être ici. Je ne veux rien faire d'illégal. Je veux juste que la vérité éclate. Elle a expliqué que Claire était l'une des 3 jeunes filles transférées du foyer de Saint-Florian, aujourd'hui fermé. Delphine avait consulté leurs dossiers originaux, et toutes 3 souffraient de blessures graves, l'une d'elles avait même été hospitalisée pour des fractures. Pourquoi ces informations ne figurent-elles pas dans les dossiers d'adoption? A demandé Marie. Parce que Luc Moreau a ordonné leur suppression, répondit Delphine d'un ton sombre. Les nouveaux dossiers ont été fabriqués. Chaque cicatrice, chaque certificat médical ont été effacés. Pourquoi as-tu démissionné? Continua Marie. J'ai découvert qu'un enfant avait été abandonné dans un état critique. J'ai voulu le signaler, mais j'ai été réaffecté. J'ai donc démissionné immédiatement. Quelqu'un a-t-il signalé Moreau? Une personne l'a fait, mais elle a disparu du système. Personne ne sait où elle est. Elle pourrait témoigner. J'ai peur, mais si d'autres parlent, je le ferai aussi. Ce soir-là, Marie était assise devant son ordinateur, les mains tremblantes mais le regard fixe. Elle a créé un dossier intitulé « Dissiper la vérité ». À l'intérieur, elle a commencé à rassembler tout, photos de blessures, rapports médicaux, témoignages de Noémie, enregistrements de Delphine. Elle se murmura, c'est ici que tout commence à devenir clair. Se tournant vers Claire, elle sourit doucement. Maman, on ne sort pas aujourd'hui. Je dois travailler sur l'ordinateur, mais ce soir, on plantera des fleurs. Des tournesols, dit Claire avec enthousiasme. Oui, des tournesols, acquiesça Marie. Marie est revenue sur le forum et a publié un message plus détaillé. Quelqu'un a-t-il déjà adopté un enfant du centre Luc Moreau et s'est-il fait retirer son enfant sans raison apparente? Merci de laisser un moyen de contact. 2 heures plus tard, elle reçoit un message privé d'un utilisateur nommé Étienne Beaumont. Ma femme et moi avons adopté une petite fille prénommée Ariane dans ce centre. 3 semaines plus tard, ils sont venus chez nous, ont déclaré que nous ne convenions pas et l'ont emmenée. Marie a immédiatement appelé. Je m'appelle Marie. Merci de m'avoir contacté. Je m'appelle Étienne, répondit-il. Honnêtement, je ne voulais plus m'impliquer, mais entendre le nom de Moreau m'a fait froid dans le dos. Que s'est-il passé? Insista Marie. Nous avons adopté Ariane. Elle était calme, baissait souvent les yeux et souriait rarement, mais nous l'aimions vraiment. Ils ont dit que nous avions enfreint le protocole, mais n'ont jamais expliqué en quoi. Quelles raisons ont-ils donné pour l'emmener? Ils ont juste apporté des papiers et nous ont demandé de les signer. Ma femme pleurait, elle suffoquait. J'ai signé. Tout s'est passé en 15 minutes. Ils ont confisqué nos téléphones, nos photos, nos messages. On nous a dit de tout effacer. Mais j'ai encore quelque chose. Étienne ouvrit son téléphone et montra à Marie une photo cachée. Ariane était assise sur un canapé, tenant une poupée sans bras. Elle avait des cicatrices à l'épaule et une longue cicatrice dans le dos, mais le centre prétendait que c'était dû à une chute. Une blessure comme celle-là, suite à une chute, demanda Marie, sceptique. Ils ont ri et m'ont dit que je n'avais aucune formation médicale. Marie nota des notes dans son carnet, Ariane avait été retirée au bout de 3 semaines. La raison était obscure, mais la cicatrice était suspecte. Elle poursuivit ses recherches et retrouva un ancien commentaire de forum datant de l'année dernière, écrit par une utilisatrice nommée Amélie T84.
Personne n'avait répondu, mais Amélie gardait espoir. Quelqu'un a adopté la petite Inès de Lyon, pouvait-on lire dans le commentaire. Ils ont dit que j'avais fait une bêtise et que je l'avais emmenée. Personne ne répond à mes lettres. Je veux juste savoir si elle est vivante ou morte. Marie a répondu, « Bonjour, je suis Marie. J'ai retrouvé votre ancien commentaire sur la petite Inès. » Inès ? Mon Dieu, qui es-tu ? Fut la réponse. J'enquête sur des cas comme le vôtre, dit Marie. Je pense que ma fille Claire a également été victime. Ils ont dit que j'étais folle. Ils ont envoyé un médecin à mon domicile et ont menacé de me poursuivre en justice si je ne signais pas le formulaire de restitution des biens de l'enfant. Avez-vous conservé des documents ? Ils ont tout pris. Mais j'en ai gardé un exemplaire dans la poche de mon manteau pendant 2 ans. Je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Pourriez-vous me l'envoyer ? Si vous voulez vraiment aider ces enfants, je vous l'enverrai. Ce soir-là, Marie reçut un courriel d'Amélie contenant une copie du dossier et une note manuscrite. L'enfant somnambulait, criait la nuit et refusait de descendre à la cave. Marie a imprimé le document et l'a placé à côté du dossier d'Arian. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Claire. « Je vérifie s'il y a eu d'autres enfants comme toi. Des enfants blessés mais courageux, comme toi. Qu'est-ce que cela signifie ? Et s'il t'emmène, maman ? Qu'est-ce que je fais ? Personne ne me prendra. Je suis plus forte qu'il ne le pense. » Le lendemain, Marie convoqua Carole chez elle. « Regardez ça. Voici Ariane. Voici Inès. Elles ont toutes deux disparu du système en quelques semaines, sous le même prétexte. » Le visage de Carole s'assombrit. « Marie, ce n'est plus un soupçon. Il faut retrouver ces filles, savoir si elles sont encore en vie. As-tu pensé à aller voir la police ? Je n'ai pas assez de preuves. Ils diront que je suis paranoïaque. Moreau a étouffé toutes les plaintes. Et maintenant ? Je veux retourner au centre, mais pas le voir. J'ai besoin de quelqu'un de l'intérieur. » 1 semaine plus tard, Carole m'a appelé. Je connais une étudiante qui a fait un stage au centre. Elle s'appelle Pauline. Elle rédige son mémoire sur la protection de l'enfance. Pourrait-elle me parler ? Elle a dit oui, mais seulement dans un lieu public, la bibliothèque publique. Marie y rencontre Pauline. « Mademoiselle Pauline ? » Oui, tu es Marie. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je porte encore le poids de ce que j'ai vu pendant mon stage. Certains enfants ont tout simplement disparu. Leurs dossiers sont restés vides. Elle avait rencontré Claire, une petite fille calme et silencieuse qui s'était un jour évanouie dans la salle de bain. Pauline l'avait signalé, mais on lui avait interdit de parler. Qui t'a demandé ça ? Le chef de l'unité de soins. Mais en réalité, c'est Moreau qui dirigeait tout. Tu te souviens d'Arian au dîner ? Inès, oui. Mais Arian ? Elle avait une longue cicatrice dans le dos. Un jour, elle m'a dit, si je dis la vérité, ils m'enverront dans les ténèbres. L'endroit sombre ? J'ai demandé, mais elle n'a pas répondu. Il y avait un vieux débarras, toujours fermé à clé. Seul Moreau avait la clé. Pourriez-vous m'aider à entrer ? Je ne peux pas, mais je connais quelqu'un qui était là pour nettoyer Odorian, du service d'entretien. Il se souvient peut-être de quelque chose. Marie a écrit son nom dans son cahier. Avant de partir, Pauline regarda Marie dans les yeux. Tu as eu le courage de venir. Je ne pouvais plus me taire en pensant au visage de ces enfants. Je ne peux pas me le pardonner. Je ne laisserai pas cette histoire tomber dans l'oubli. Ce soir-là, Claire se blottit sur les genoux de Marie. Maman, aujourd'hui j'ai dessiné un rêve. Le verras-tu ? Je me suis dessiné avec d'autres enfants. Ils avaient tous du ruban adhésif sur la bouche. Et toi ? J'avais des ciseaux. Tu voulais couper la bande ? Oui, car si quelqu'un parle, il ne fera plus de mal à personne. Marie la serra fort dans ses bras. Dehors, la nuit tombait silencieusement sur Lyon. Je te le promets, personne ne reviendra jamais dans cet endroit sombre. Ni toi, ni moi. Le lendemain, Marie reçoit une lettre la convoquant au centre. Madame Marie Morel, Monsieur Moreau requiert votre présence pour clarifier certains points concernant la tutelle de la petite Claire. J'irai, mais cette fois, je veux amener quelqu'un avec moi. Désolé, seul le tuteur légal est autorisé. Je comprends.
Je vais me préparer. Au centre de protection de l'enfance, une petite pièce avec des rideaux marrons et une longue table en bois nous attendait. Luc Moreau était assis tranquillement au fond, les mains croisées, le visage serein. Madame Morel, je vous ai convoqué car nous avons reçu des informations selon lesquelles vous propagez des accusations infondées contre le centre. Je ne sais rien. Je cherche la vérité. Ce que j'ai vu chez Claire ne peut être ignoré. Vous avez choisi de contacter d'anciens parents adoptifs, de passer des appels, de rechercher des dossiers auxquels vous n'avez pas accès. C'est cela protéger un enfant. Protéger, c'est prévenir tout préjudice supplémentaire. Faites attention à vos paroles. Je suis prudent. Tu devrais l'être aussi, car j'en ai la preuve. Je pourrais demander une révision de votre tutelle si vous persistez à refuser de coopérer. Alors je rendrai cela public devant la presse et un juge. Ce que vous faites vous isole, Madame Morel. D'autres personnes qui ont tenté de nuire à la réputation de l'institution n'ont pas eu de bons résultats. Marie se tenait debout, le regardant droit dans les yeux. Vous savez peut-être comment effacer des fichiers, Monsieur Moreau, mais je révèle la vérité, et la vérité laisse des traces. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle et a remarqué des signes d'effraction sur la porte. Elle a crié, « Claire, où es-tu » ? Dans la salle d'art. Maman, as-tu vu quelqu'un d'étrange ? Non, mais j'ai entendu un bruit, comme un chat qui gratte à la porte. Marie vérifia la porte arrière. La serrure présentait des signes d'effraction. Son cœur battait fort. Elle a appelé Carole. Quelqu'un a essayé de s'introduire chez moi. Êtes-vous d'accord ? Oui, mais je me sens surveillé. Vous avez besoin d'une assistance juridique. Je connais un avocat, Raphaël Aubin. Il est dur, mais il croit en la justice. Je vais lui écrire. Le lendemain matin, dans un café, un homme d'une quarantaine d'années vêtu d'un costume sombre serre la main de Marie. Je m'appelle Raphaël. Carole m'a dit qu'il fallait quelqu'un pour affronter des gars comme Moreau. Je n'ai pas d'argent pour payer un avocat privé. Je ne travaille pas pour l'argent. J'ai perdu ma nièce lors d'une adoption illégale. Dis-moi tout. Marie lui a parlé de Claire, des cicatrices, des filles disparues. Raphaël took note. Avez-vous des copies de tout ? Oui, sur un disque dur externe et dans le cloud. Très bien. Je vous conseille de limiter vos contacts directs avec le centre. Ils essaient de vous provoquer. Je n'ai pas peur d'eux. Le courage est une bonne chose, mais il nous faut une stratégie. Maura ne travaille pas seul, il fait partie d'un réseau. Ce soir-là, alors que Marie pliait du linge, le téléphone sonna. Une voix grave et inconnue retentit. C'est Marie Morel qui parle. Si tu veux garder le petit, tais-toi. Ça ne te regarde pas. Qui es-tu ? Quelqu'un qui en a trop vu. Fais attention quand tu allumes les lumières la nuit. Parfois, elles ne s'allument pas, puis la ligne fut coupée. Marie tremblait, serrant le combiné comme s'il était de glace. Claire sortit de sa chambre. Maman, ça va ? Oui, ma chérie. C'était juste un mauvais numéro. Les 3 nuits suivantes, elle reçut des appels anonymes, certains silencieux, d'autres seulement étouffés par une respiration haletante. Une nuit, la sonnette retentit à 3 heures du matin, mais lorsqu'elle regarda, il n'y avait personne. Claire commença à souffrir d'insomnie. Elle pleura dans son sommeil, murmurant « Ils sont revenus. Maman, ils sont revenus. » Mercredi matin, Marie trouva un morceau de papier glissé sous la porte. On pouvait y lire « Chaque mot que tu prononceras rapprochera la petite fille un peu plus de ses origines. Surveille ton langage. » Marie a montré le papier à Raphaël. « Garde-le. Je vais le faire analyser. On en tirera peut-être quelque chose. Je suis épuisé, Raphaël. Ils n'ont pas besoin de violence, ils veulent juste me rendre folle. Tu n'es pas fou. Tu es plus lucide que nous tous. Mais ils veulent t'isoler. J'ai l'impression de combattre une bête à 10 têtes, chaque tête étant dépourvue d'argent, de pouvoir et de peur. Un vieil ami à elle, Roman, un ancien camarade de classe à l'université, a refusé de l'aider. J'ai travaillé dans les affaires sociales. Je connais Moreau. Il a des relations avec le gouvernement local. On ne peut pas le battre. Je ne veux pas gagner. Je veux juste protéger ma fille. C'est précisément ce qui pourrait vous faire la perdre. J'accepte ce risque. Le lendemain,
en allant chercher Claire au cours d'art plastique, la professeure murmura à Marie, « Claire a du mal à se concentrer. Elle regarde souvent par la fenêtre et murmure quelque chose. » Qu'est-ce qu'elle dit? Juste une phrase, « Ils savent que je dessine. » Ce soir-là, Marie dessinait avec Claire. « Qu'est-ce que tu dessines, mon amour? » Une maison avec un gros cadenas. Pourquoi y a-t-il un cadenas? Pour les tenir à l'écart. Je ne veux pas retourner à la cave. As-tu vu la cave? Je ne sais pas, mais j'ai rêvé qu'il m'emmenait là-bas, les mains liées, en répétant « mauvais ». Qui a dit ça? Je ne sais pas. Ils avaient le visage couvert. Le lendemain matin, Raphaël appelle avec une mauvaise nouvelle. Le dossier de la petite Inée a été retiré illégalement de la sécurité sociale. Il s'agissait de moraux. Ils utilisent probablement la loi pour brouiller les pistes. Il faut donc agir vite. Je suis d'accord. Il nous faut un coup dur. Je pense à une lettre ouverte avec tout ce que j'ai. Tu vas t'exposer. Es-tu prêt? Si le prix est la justice pour Claire et les autres, alors oui, je suis prêt. Claire, aujourd'hui nous allons voir une amie à moi. Quel est son nom? Laurine. Que fait-elle? Elle dessine très bien. Tu peux dessiner ce que tu veux. Elle comprendra, un peu comme les bandes dessinées. Mais là, ce sont des histoires vraies, des histoires du cœur. L'atelier de Laurine Girard se trouvait au 3e étage d'un petit immeuble près de la place. À l'intérieur, pas de table d'examen ni de machine, juste un espace chaleureux baigné d'une douce lumière jaune. Des toiles blanches étaient accrochées au mur, des étagères en bois abritaient des centaines de crayons de couleurs parfaitement disposés. Laurine, une femme d'environ 35 ans, aux boucles douces et à la voix apaisante, a accueilli Claire avec un sourire. « Bonjour Claire, on m'a dit que tu dessinais très bien. » « Je dessine, tout simplement. » « C'est déjà très beau. » « Asseyons-nous. » « J'ai déjà le papier et les couleurs prêts. » Claire s'assit et ouvrit la boîte de crayons. Marie s'installa silencieusement dans un coin, observant. « Claire, qu'aimerais-tu dessiner aujourd'hui? » « Une maison. » « Une maison imaginaire ou réelle? » « Une maison où je ne suis pas enfermé. » « Alors dessine-le. » Laurine ne posa pas d'autres questions. Elle s'assit simplement à côté de Claire et la regarda dessiner. D'abord lentement, son trait devint plus assuré. Elle dessina un toit rouge, des fenêtres rondes et 2 silhouettes côte à côte, l'une grande et l'autre petite. Qui sont-ils? Ma mère et moi. C'est magnifique. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, une autre personne. Claire prit un crayon noir et dessina une silhouette très grande, sans visage, avec de longs bras, tenant dans une main quelque chose qui ressemblait à un fouet. Qui est cette personne? Je ne connais pas leur nom. Que faisait-il? Il se tenait devant l'armoire. J'étais à l'intérieur. Quelle garde-robe? Une garde-robe froide, mais pas trop. Il faisait sombre, très sombre. Combien de temps es-tu resté là-bas? Je ne m'en souviens pas, mais quand je suis sorti, mes vêtements étaient trempés. Marie resta figée, regardant Laurine, qui hocha doucement la tête. Puis elle prit une autre feuille de papier. Claire, peux-tu dessiner cet endroit? Oui, mais ne lui dis rien. On ne dira rien ici. Tu as le droit de garder des secrets si tu veux. Claire commença à dessiner une pièce, une armoire en bois. Au-dessus de l'armoire, elle écrivit ces deux du mieux qu'elle put. Tu te souviens de ces lettres? Oui, je les ai vues une fois, cachées. Il y avait ces 2, ces 3, ces 1, comme des numéros de maison. Qui vivait là? Personne. C'est ici qu'on nous enfermait quand on faisait quelque chose de mal. Laurine ne posa plus de questions. Elle se tourna vers Marie. Il nous faudra encore plusieurs séances. Mais Claire n'invente rien. Ces images proviennent d'un souvenir traumatique. Je la crois. Pensez-vous que ces dessins peuvent servir de preuve? En partie. Mais ces témoignages devront également être enregistrés. Je vais commencer à les enregistrer. Faites attention. Ils ne resteront pas immobiles. Ils ne le font plus. Mais je suis toujours en vie. Ce soir-là, Marie demanda à Claire, « Es-tu fatiguée, mon amour? » Non, maman. Tu veux me dire autre chose sur les punitions? Ce n'était pas toujours une punition. Parfois, ils nous enfermaient tout simplement.
Est-ce que quelqu'un d'autre a souffert comme toi? Oui, Lucie. Ils l'ont emmenée. Personne ne l'a jamais revue. Lucie était ton amie? Elle dormait en bas. Moi, je dormais sur la couchette du haut. Tu te souviens de son visage? Elle avait les cheveux courts et les yeux gris. Elle pleurait plus que moi. C'est pour ça qu'ils l'ont emmenée en premier. Comment l'ont-ils emmenée? Par une porte de derrière. Puis ils descendirent un escalier. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Je ne sais pas, mais on pouvait entendre des pleurs. Marie frissonna et serra la petite main de Claire. Tu te souviens de l'homme qui a enlevé Lucie? Il était vêtu de noir. Il ne parlait jamais. Il faisait juste des gestes. Si nous crions, nous étions touchés. Il t'a frappé aussi? Une fois, parce que j'appelais Lucie ma sœur. Et pourquoi était-ce un problème? Parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de sœur ici, seulement des marchandises. Marie serra sa fille dans ses bras, les larmes coulant silencieusement. Le lendemain, elle alla voir Raphaël et lui raconta tout. Il resta silencieux un moment. Il faut tout écrire. Je peux t'aider à enregistrer et à transcrire. Je demanderai à Laurine de Desclères de parler naturellement, et j'ai pensé à autre chose. Quoi? Moreau avait donc des accords avec une association caritative pour enfants. Si nous parvenons à convaincre l'un de leurs financiers de lire les propos de Claire, la pression médiatique augmentera. Je suis d'accord. Plus il y aura de gens qui nous écouteront, plus il sera difficile de nous faire tomber. À midi, Marie a reçu un mail de Noémie, l'ancienne mère adoptive de Lucie. Je crois que c'est la petite fille dont Claire et ma Lucie parlent. J'ai encore son journal intime. Elle a dessiné une garde-robe marquée C1. Je t'enverrai le scan. Le dessin envoyé était glaçant pour Marie, une garde-robe identique à celle de Claire, avec un homme imposant tenant une corde. Ce soir-là, Marie demanda, sais-tu ce que signifie marchandise? Pas vraiment, mais je pense que c'est quand personne ne vous choisit. Qui t'a dit ça? Une femme nommée Mercedes. Elle nous détestait. Est-ce qu'elle travaille toujours au centre? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Marie nota le nom de Mercedes dans son carnet. Le lendemain, elle prévoyait de demander à Pauline, la stagiaire, si quelqu'un portant ce nom avait travaillé au centre. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Elle revoyait les enregistrements, les dessins, chaque mot clair. Chaque phrase lui semblait une coupure. Elle murmura, « Si personne ne croit en toi, je serai ta première voix. » Lors de la séance suivante avec Laurine, elle a dit, « Claire, aujourd'hui j'aimerais que tu me racontes une journée dont tu te souviens très bien. » Un jour de pluie. Pourquoi? Ce jour-là, un nouveau garçon est arrivé. Il s'est assis à côté de moi, mais le soir même, ils l'ont enfermé dans le placard. Le lendemain, il était parti. Quelqu'un a demandé. Non, répondit Mercedes. C'est une leçon pour ceux qui parlent trop. Marie se leva, la voix tremblante. Tu te souviens de son nom? Oui. Tu l'as vu se faire blesser? Non, mais je l'ai entendu crier. Maman, plusieurs fois. Laurine a tout noté, puis a regardé Marie. Ce témoignage est essentiel. Il peut servir de déclaration. Tu crois qu'on va nous croire? Si leur conscience parle, ils devront croire. Ce soir-là, Claire a dessiné un nouveau dessin et l'a donné à Marie. Je t'ai dessiné avec une grande bouche. Une grande gueule pour que tu puisses parler pour nous. Je le ferai jusqu'à ce que quelqu'un entende. Maman, aujourd'hui je ne veux pas aller à l'école. Pourquoi? Je suis fatiguée et j'ai mal à la tête comme si quelqu'un m'avait frappé. Marie posa sa main sur le front de Claire. La fièvre était forte. Elle la porta rapidement jusqu'à la voiture. Elle a 39,5 de fièvre. Je pense que c'est dû au stress et au manque de sommeil. C'est grave. Pas maintenant, mais elle a besoin de se reposer et de ne rien voir ni entendre qui pourrait la contrarier. À la maison, Marie déposa soigneusement Claire. Claire, en délire, murmurait, « Maman, ne les laisse pas m'emmener. Ne les laisse pas me faire tomber. » Marie ne quitta pas le chevet de sa fille. Quand Raphaël appela, elle dit simplement, « Je ne partirai pas ce soir. Claire a de la fièvre et m'appelle dans ses rêves. Je comprends, mais il faut que tu saches quelque chose. » Mercedes, la femme dont Claire a parlé,
était coordinatrice du centre de stage. Elle a quitté le système il y a 2 ans pour des raisons personnelles, juste après la disparition de Léonie. Je ne vais pas laisser cela dans l'ombre, mais trouve l'adresse de cette femme. J'irai quand ma fille ira mieux. Cette nuit-là, le vent soufflait doucement dehors. Claire avait encore de la fièvre, mais elle tenait fermement la main de sa mère. Ne me quitte pas, maman, je suis là. Personne ne t'emmènera. S'ils viennent, tu crieras. Maman, je vais crier si fort que tout le monde devra m'entendre. Marie alluma l'ordinateur et ouvrit chaque fichier, enregistrement, photos des blessures, dessins de Claire, extraits audio, témoignages de Noémie, Pauline et Étienne. Elle rassembla le tout dans un nouveau dossier portant un nouveau nom, Claire, la preuve qu'on ne les enterre pas. Le lendemain matin, Claire se sentait un peu mieux. Marie était assise avec Raphaël au café. J'ai écrit une lettre ouverte. Pas seulement pour Claire, mais pour tous les enfants que nous avons mis au monde. Elle est prête. Si vous le publiez, tout changera. Vous recevrez du soutien, mais aussi des attaques. Je suis prête depuis que Claire a dit que ça ferait mal si je me lavais. Je vais faire en sorte que les preuves soient publiées simultanément par les médias et les réseaux sociaux. Il faut frapper fort. Marie est rentrée chez elle, a allumé son ordinateur et a commencé à écrire. Je m'appelle Marie Morel. Je suis maman d'une petite fille, Claire, 7 ans, qui a grandi dans un système censé protéger les enfants. Mais le corps de Claire est la carte de la violence que ce système a dissimulée. Les cicatrices, la panique quand on lui touche les épaules, les cris dans la nuit, « Maman, ne les laisse pas m'emmener ». J'ai rencontré d'autres enfants comme Claire, Ariane, Iné, Léonie. Elles n'ont pas disparu. Elles ont été réduites au silence, déplacées comme des marchandises défectueuses. Voici la preuve. Voici la vérité. Voici la voix de ceux qui n'ont jamais été entendus. Je n'ai plus peur, et vous ne pouvez plus vous cacher. Elle a joint des photos, des blessures, des dessins clairs, des extraits audio, puis a cliqué sur « Publier ». 3 minutes plus tard, la première notification est arrivée sans réponse. 15 minutes plus tard, 2400. 1 heure plus tard, la publication était en tête des tendances nationales. Le téléphone a sonné. C'était Raphaël. Tu l'as fait, mon Dieu. Les médias me contactent déjà. L'organisation Safe Childhood International a pris contact avec vous. Elle souhaite vous rencontrer, vous et Claire. Je comprends votre inquiétude quant à la dénonciation de Claire, mais elle souhaite simplement vous apporter son soutien. Cependant, il y a plus que cela. Un ancien employé du centre, un certain Michel, m'a écrit. Il affirme détenir des copies des dossiers des enfants déplacés datant de l'époque où Claire y était. Il est prêt à témoigner publiquement. D'abord hésitant, Michel a changé d'avis après avoir lu votre message. Il est temps que la vérité éclate. Ce soir-là, Marie ouvrit la fenêtre de la chambre de Claire. La douce brise fraîche de la nuit soufflait à l'intérieur. Claire était assise sur son lit, en train de terminer un dessin. « Maman, je peux dessiner une autre personne ?» demanda-t-elle. « Qui ?» répondit Marie. « Chérie, quelqu'un sur scène avec un micro. Je crois que c'est toi. » Claire sourit doucement. « Je n'ai pas besoin de micro. Ma voix est déjà puissante. »« Maman, merci de ne jamais abandonner » murmura Claire. Marie ne répondit pas par des mots, elle s'assit à côté de sa fille et la serra chaleureusement dans ses bras. « Quand tu seras grande, tu pourras raconter tout ça au monde, d'accord ?» dit-elle. « Oui » répondit Claire doucement. « Mais aujourd'hui, tu parles pour moi. »« Oui » acquiesça Marie. À 23h, Marie reçoit un message de Carole. « Marie, tu passes à la télé. Tout le monde raconte ton histoire. Même les politiques ont réagi. Il faut une enquête. » Raphaël la rappelle, l'informant que Luc Moreau vient de fermer tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Cependant, la presse a déjà encerclé le siège du centre. « Combien de temps peut-il encore se cacher ?» demande Marie. « Pas longtemps. Une fois que Michel aura remis les dossiers, la justice suivra son cours, » lui assure Raphaël. Soudain, Marie reçut un message d'un compte inconnu. On pouvait y lire « J'étais l'une de ses enfants. Je me souviens de Claire. Merci, maman, d'avoir pris la parole en notre faveur. » Submergée par l'émotion, Marie fondit en larmes. Les mains tremblantes, elle répondit « Merci d'être encore en vie. » À l'aube,
Claire dormait paisiblement, ignorant que sa mère écrivait une nouvelle lettre. Les mots de Marie se déversaient sur la page, à ceux qui lisent ces mots en silence. Si vous avez déjà vu, entendu ou soupçonné quelque chose et êtes resté silencieux, il est temps de parler. Ce n'est plus seulement l'histoire de Claire, c'est l'histoire de la justice. À 6 heures du matin, une radio locale diffusait un bulletin spécial. Une mère, Marie Morel, avait choqué le public en révélant toute la vérité sur un centre de protection de l'enfance. En une nuit, son message fut partagé plus d'1 million de fois. La mairie ordonna aussitôt une enquête spéciale sur Monsieur Luc Moreau. Claire se réveilla, sortit de sa chambre avec un dessin à la main et le tendit à sa mère. Il représentait une porte grande ouverte, au-delà de laquelle s'étendait un ciel baigné d'une lumière éclatante. D'une écriture tremblante, Claire avait écrit « L'obscurité s'est endormie ». Marie alluma la télévision. « Vite !»« Que se passe-t-il, Raphaël ?» demanda-t-elle. « Luc Moreau vient d'être arrêté. »« La police a perquisitionné le centre ce matin, » répondit-il. « Mais qu'avez-vous dit ?» insista Marie. « Ils ont découvert des fichiers falsifiés manuellement. Michel a transmis des copies originales provenant d'un serveur secondaire. Tout concorde avec les témoignages de Claire et des autres enfants. Ils ont donc les preuves nécessaires pour le poursuivre, demanda Marie. Oui. De plus, une enquête nationale a été ouverte. Et autre chose, demanda-t-elle. Oui, la police a trouvé une liste de 5 enfants qui avaient été transférés mais jamais réaffectés. On s'en doutait, murmura Marie. Et ils les ont retrouvés. Oui, vivants et en sécurité dans un refuge à 40 km de Lyon. J'y vais. Je viens avec toi. Dans la voiture, Raphaël tendit à Marie un épais dossier. Voici tout ce que Michel a pu récupérer. Il y a la liste des personnes impliquées dans la chaîne de transfert interne. Luc Moreau était au sommet, mais d'autres archivistes, psychologues et même médecins étaient complices. Tout le système était impliqué. Pas seulement des complices, murmura Marie. Ils ont coordonné l'élimination d'enfants jugés difficiles ou inadaptés à l'adoption définitive, les traitant comme des produits défectueux à jeter. J'ai besoin de les voir de mes propres yeux. J'ai besoin de savoir qu'ils respirent encore. Émilie a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Dans un refuge temporaire en périphérie, une femme les accueillit chaleureusement. Bonjour, je suis Madame Morel, responsable du centre. Vous êtes ici pour l'affaire Moreau, n'est-ce pas? Oui. Nous aimerions que les enfants reviennent ce matin. Ils sont 5, 3 filles et 2 garçons. Leur état émotionnel est fragile, mais ils sont en sécurité. Elle les conduisit à l'intérieur. Une grande pièce au mur couleur crème abritait 5 enfants assis en rang. Leur regard était confus, inquiet, comme s'ils craignaient que tout disparaisse à tout moment. Marie s'approcha d'une petite fille aux cheveux courts. « Comment t'appelles-tu » ? « Émilie, » murmura-t-elle. « Émilie, tu te souviens de Claire » ? Claire, celle qui tenait toujours un ours brun dans ses bras. Émilie hocha la tête. « Oui, elle l'a toujours. » Soudain, un garçon se leva. Point final. « Es-tu la mère de Claire » ? Oui, je suis Marie. Sa mère. Claire avait promis que si elle s'échappait, elle reviendrait les chercher. Les larmes de Marie coulèrent, mais elle tint sa promesse. Ce jour-là, Raphaël a appelé en urgence. Commissaire, je suis au refuge. Nous avons 5 enfants transférés illégalement du centre de Moreau. Nous avons besoin d'une ordonnance de protection urgente. Elle sera signée dans 20 minutes. Je ferai venir notre équipe discrètement, sans alerter la presse. Pendant ce temps, au centre de Lyon, les médias se pressaient aux portes. Luc Moreau fut escorté jusqu'à une voiture de patrouille, le visage impassible. Il ne dit rien. Un journaliste lui demanda « Avez-vous quelque chose à dire sur les accusations ?» J'ai simplement suivi le protocole. Je n'ai falsifié aucun dossier. Tous les documents ont été approuvés par ma hiérarchie. Je n'ai pas le pouvoir d'agir seul. Concernant les 5 enfants disparus, je n'ai reçu aucune notification. Des cris s'élevèrent de la foule. Monstre! Les enfants ne sont pas des ordures. Rendez-leur leur enfance. Luc Moreau baissa la tête et monta dans la voiture de police. Ce soir-là, Marie rentra chez elle. Claire était déjà réveillée, bien qu'encore faible. Marie s'assit près de son lit. « Où es-tu allée, maman ?»« Voir tes vieux amis.
Ils sont vivants. Oui, tous les 5. On n'a pas encore retrouvé Léonie, mais les autres se souviennent bien de toi. Je n'ai plus besoin d'avoir peur. Non, celui qui t'a fait du mal est en garde à vue. Quelqu'un me croit. Tout le pays t'écoute. Raphaël a envoyé un message, le parquet avait accepté d'ouvrir une enquête contre Moreau et 3 complices directs. La liste officielle serait publiée le lendemain. Le lendemain matin, la télévision nationale annonçait que le système de garde d'enfants faisait l'objet d'une enquête approfondie après la découverte de graves irrégularités au centre de Lyon. Luc Moreau a été inculpé de maltraitance infantile, de falsification de documents et de transferts illégaux. Les enfants jugés inaptes à l'adoption prolongée bénéficient désormais d'un soutien psychologique et d'une protection particulière. Marie Morel, la mère à l'origine de tout cela, a été reconnue comme la première voix à briser le silence. Carole l'appela en larmes. « Marie, tu as réussi. Tu as vraiment réussi. »« J'ai juste fait ce qu'une mère doit faire, » répondit Marie. « Tu sais quoi d'autre ? 12 familles viennent de s'inscrire pour témoigner. Avant, elles se taisaient. Maintenant, elles n'ont plus peur. Plus il y aura de témoignages, moins elles auront de portes de sortie. Tu as allumé une vraie flamme. » Au centre, le panneau d'entrée a été retiré. Un nouveau panneau était sur le point d'être installé, indiquant « Activité suspendue ». Enquête spéciale en cours. Claire dessina un nouveau tableau. Pour la première fois, il n'y avait pas d'homme avec un fouet, pas d'armoire noire, pas de corde, juste une petite maison, un jardin de tournesol et une phrase écrite d'une main tremblante, « Maman et la lumière. »« Que as-tu dessiné de si joli, mon amour ?» demanda Marie. « J'ai dessiné aujourd'hui. »« Et qu'est-ce qu'il y a de si spécial aujourd'hui ? » ?»« Aujourd'hui, le soleil a atteint mon cœur. » Ce soir-là, Raphaël et Marie se rencontrèrent une dernière fois au siège provisoire. Il déposa un dossier sur la table. « Voici toutes les preuves qui seront transmises au parquet supérieur. Je veux que vous gardiez le dernier exemplaire. Je ne sais pas comment vous remercier. Continuez simplement à être une mère comme vous l'avez toujours été. C'est ce dont le monde a le plus besoin. » En sortant, Marie s'arrêta devant le portail. Ce portail, qui avait autrefois caché des centaines de larmes, était maintenant scellé par du ruban adhésif de police. Elle murmura, « Ils ne reviendront jamais. » Raphaël hocha la tête à côté d'elle. « Ici, nous planterons des fleurs. Un jour. »« Pas n'importe quelle fleur, » dit Marie doucement. Ils restèrent silencieux, regardant les premières lueurs de l'aube effacer lentement les ombres du passé. « Alors, quelle fleur ?» demanda Marie. « Les tournesols. »« Ils cherchent toujours la lumière, » répondit clairement Raphaël. « Maman, je n'ai plus peur de rêver. J'ai rêvé que j'étais dans un champ de fleurs. Il y avait des rires, pas de fouet, pas d'obscurité. Et toi, qu'as-tu pensé en te réveillant ? Je veux planter plein de fleurs avec toi. » Une semaine après l'arrestation de Luc Moreau, le centre de protection a été définitivement fermé. Marie a été invitée au siège temporaire du comité de protection de l'enfance de la ville pour entendre la décision officielle. Raphaël l'accompagnait. « Ils vont m'accorder la garde légale de Claire. Tu l'as élevée, protégée. Tu lui as sauvé la vie. Si le système a encore un peu de conscience, ce ne sera qu'une formalité. Je ne veux pas être la mère temporaire de ma fille. Tu es sa mère pour toujours, Marie. » Le document ne fait que le confirmer. Dans la salle de réunion principale, un représentant du comité s'est levé. « Après examen de tous les dossiers de preuves, nous déclarons que Marie Morel est reconnue comme la mère légale et permanente de Claire Morel. Merci. Merci à tous. » Le comité a également tenu à la remercier officiellement. C'est grâce à votre courage que ces autres enfants n'auraient peut-être jamais été retrouvés. J'ai simplement fait ce qu'une mère doit faire. Nous espérons tirer les leçons de cette histoire pour changer le fonctionnement du système. Dans le couloir, Raphaël serra doucement la main de Marie. C'est fini. Non, ça commence maintenant. Ma vraie maternité commence. Claire sera fière, et je suis fier de la voir. De retour chez elle, Marie entra dans la chambre de Claire et lui posa une main sur l'épaule. Mon amour, j'ai une bonne nouvelle. Quoi, maman ? Je suis officiellement ta mère. Mais tu l'étais déjà. Oui, mais maintenant, le monde le reconnaît aussi. Alors, est-ce que je peux avoir une carte étudiante au nom de Claire Morel ? Bien sûr. Désormais,
tu es Claire Morel, la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais connue. » Claire sourit le plus beau sourire que Marie ait jamais vu depuis son adoption. Ce soir-là, Marie retrouva le vieux cadre photo. C'était la première image de Claire dans le parc, serrant son ours en peluche dans ses bras. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un dessin de Claire, une maison, une porte ouverte et le soleil pénétrant dans un cœur. « Maman, je peux t'appeler maman ?» demanda Claire doucement. « Tu l'as déjà fait ?» Marie sourit. « Non, je veux dire comme les autres enfants appellent leur maman. » Alors, et c'est maman, juste ce mot, T, point et T, Marie fondit en larmes. « Redis-le, maman. »« Oui, mon amour. Je suis là. Je serai toujours là. » Raphaël est venu leur rendre visite. Claire a couru à sa rencontre. « Oncle Raphaël, maman m'a autorisé à inscrire mon nom sur le livret de famille. » « Eh bien, tu es maintenant citoyen. Je veux un certificat de courage national. Je pense que tu le mérites. » Raphaël entra dans la pièce. « Marie, je ne suis pas ici aujourd'hui en tant qu'avocat. »« Alors, en tant que quoi ?»« En tant qu'ami. Un ami qui te remercie d'avoir agi quand personne n'osait. J'ai encore une épine dans le cœur à cause de Lucie. Oui, nous ne l'avons pas encore retrouvée. Mais grâce à toi, Claire, des dizaines d'enfants sont maintenant en sécurité. Je ne cesserai pas de chercher, mais maintenant, je vivrai plus doucement pour Claire. » Une semaine plus tard, Marie accompagna Claire à son premier cours de dessin dans sa nouvelle école. C'est là qu'elle retrouva Émilie, l'une des 5 filles rescapées. Claire, Émilie. Les filles se sont serrées dans les bras, sans peur, sans trembler. La maîtresse a demandé « Vous vous connaissez ?» On était là avec les placards fermés. Mais maintenant, on est là où il y a des fenêtres, de la lumière et des tournesols. Toute la classe resta silencieuse. Le professeur sourit. Et là, vous dessinerez votre propre monde. Ce week-end, Marie et Claire ont travaillé dans le jardin, plantant soigneusement des graines de tournesol. « Maman, combien de fleurs allons-nous planter ?» demanda Claire. « Compte-les toi-même, » répondit Marie. « 1, 2, 3, 10 fleurs. Chacune représente un enfant que toi et moi avons aidé. La prochaine fois, nous en planterons d'autres, car il y aura encore des enfants qui auront besoin de nous. » « C'est sûr, » sourit Claire. Ce soir-là, Carole passa à la maison. « Mon Dieu, regarde ce sourire, ma petite Claire. Tante Carole, tu es la lumière de tout le village. Tout le monde parle de toi comme d'un miracle. Je ne suis pas un miracle. Et toi, tu es quoi? Je suis Claire. Je suis la fille de maman Marie. » Carole fut profondément émue. Elle regarda Marie et dit, « Dieu t'a envoyé cet enfant, et tu as accompli plus de miracles que n'importe quel médecin, homme politique ou journaliste. » Marie sourit humblement. « J'ai seulement entendu un cri que personne ne voulait entendre. » Ce jour-là, Claire fit un grand dessin. À gauche, une petite fille triste dans un placard sombre. À droite, un champ de fleurs. Au centre, une silhouette tendant la main pour sortir la petite fille de l'ombre. En bas, d'une écriture tremblante, elle écrivit « Merci, maman, de m'avoir sauvée. » Marie la serra fort dans ses bras et murmura « Non, mon amour, c'est toi qui m'as sauvée d'une vie sans lumière. » Un mois plus tard, Marie reçut une lettre de la mairie. Celle-ci invitait cordialement Marie Morel et Claire Morel à une cérémonie de reconnaissance pour leur contribution exemplaire à la communauté. Lors de la cérémonie, le maire a déclaré « Il y a des héros sans cape. Ce sont des mères comme Marie, qui crient quand la société préfère se taire. Et il y a des enfants qui portent non seulement des cicatrices, mais aussi la lumière capable de guérir le monde. » Claire était l'une d'elles. Tout le public s'est levé pour applaudir lorsque Marie et Claire sont montées sur scène. Claire a pris le micro, les mains tremblantes, et a dit « Je voulais juste te dire merci. Merci, maman, de ne pas m'avoir abandonnée, d'avoir cru en moi-même quand les autres n'y ont pas cru. » Après la cérémonie, une petite fille d'environ 6 ans s'approcha d'eux. Avec de grands yeux ronds, elle demanda « C'est toi Claire ?» « Oui, » répondit Claire. « J'ai lu ton histoire dans le journal. Moi aussi, j'ai peur des toilettes. Comme toi avant. As-tu une mère? Pas encore, mais j'espère en avoir une comme toi. » Claire s'agenouilla et lui prit la main. « Tu en auras une. Une mère qui écoute, comme la mienne. » Ce soir-là, Marie regarda Claire dormir.
Elle ouvrit son nouveau journal et écrivit sur la première page, « Premier vrai jour du nouveau chapitre de la VIE. » Et la lune brillait doucement, le vent était léger. Dans le jardin, 10 petits tournesols s'élevaient vers le ciel. Près de la fenêtre, une mère et sa fille étaient assises main dans la main. Plus personne n'avait besoin de rester silencieux. L'histoire de Marie témoigne avec force de la façon dont l'amour et le courage peuvent briser le silence. Lorsque les adultes écoutent et défendent les enfants les plus vulnérables, la justice trouve son chemin. Aucune souffrance ne doit être cachée, et aucun enfant ne devrait souffrir seul. La plus grande leçon est la suivante, il suffit d'une seule personne qui ose dire la vérité pour que la lumière apparaisse. Et la lumière triomphe toujours des ténèbres, même si elle met du temps à venir. Si cette histoire vous a touché, aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien nous encourage à continuer à partager des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous en remercions chaleureusement.